Et le grand oral continue. Je suis ravi de recevoir ce soir François Imray. Bonsoir. Bonsoir. Avocat, ancien ambassadeur de France au Danemark, ancien député européen. Donc bienvenue au grand oral. Vous avez été l'avocat de Boualem Sansal. On va parler, l'écrivain franco-algérien récemment libéré, après 1 an de prison en Algérie. On va revenir sur cette période, sur les enjeux également méconnus autour des négociations pour sa libération. Mais tout d'abord, je voudrais que l'on parle du massacre de Hanouka sur la plage de Sydney. Qu'avez-vous ressenti face à cette tragédie? Bon, je pense que ce que j'ai ressenti, et c'est ce que beaucoup de gens ont ressenti, c'est finalement celui c'est un sentiment qu'on n'en finira pas, que ça recommence et qu'on n'en voit pas le bout. Surtout ça, ce que je me suis dit, c'est vraiment on n'en sortira pas de cela, de cette série d'attentats. Et puis de ce cycle ou de ce lien qu'il y a quand même entre les mots et les actes, les appels à la globalisation de l'intifada, cette façon d'empoisonner. On a entendu en Australie depuis effectivement. Mais en Australie et dans le monde, cette mondialisation de la diabolisation d'Israël et des Juifs, tous ces amalgames qui sont faits. Sans précaution oratoire, sans aucun discernement, et qui est très impressionnante. Enfin, voilà ce que j'ai ressenti. Maintenant, ce que j'ai pensé, ça fait longtemps que je pense que à la fois le long silence des ONG après le 7 octobre, avant qu'elle se réveille, puisque j'ai vu que Amnesty avait fait un rapport qualifiant... Oui, une volonté de rééquilibrer par rapport plus de 2 ans après, à quand ces même. attaques et ces accusations de génocide. Plus de 2 ans après, quand même. Et on nous dira, oui, mais il a fallu 2 ans pour qualifier les actes du Hamas de crimes contre l'humanité, parce que ce sont des mots qu'on n'emploie pas à la légère et qu'il faut... Ça, je veux bien l'entendre, le juriste. Il a fallu 3 semaines pour accuser Israël de génocide en cours, ce qui j'aurais aimé la même... Mais évidemment, moins léger. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que même là-dedans, il y a 2 poids 2 mesures. Donc le sentiment quand même de sidération devant le caractère mondial de la clameur qui s'élève et qui, de façon indiscriminée, mêle la politique du gouvernement israélien, le peuple d'Israël plus généralement et le peuple juif au-delà. Et avec évidemment toujours les idiots utiles, les esprits faibles ou fanatisés, c'est un peu la même chose, qui vont commettre ces attentats et tuer des gens qui ne demandaient qu'à vivre. Je ne sais pas comment... je pense qu'on veut... beaucoup de gouvernements sont conscients de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme, mais n'ont pas nécessairement fait le lien entre une certaine façon de diaboliser Israël au nom de la critique légitime d'une politique et l'alimentation de l'antisémitisme contemporain. Et je pense que ce pas-là, cette étape de la démonstration n'est pas accomplie. Et je ne doute pas de la sincérité de beaucoup de gouvernements, et à commencer par le nôtre d'ailleurs, dans son désir de lutter contre l'antisémitisme. D'autant plus que, pour pouvoir prolonger aussi ce que vous dites, on n'a jamais assisté à une mobilisation en faveur des populations arabo-musulmanes lorsqu'elles étaient maltraitées ou massacrées par d'autres ailleurs, également par des musulmans, que ce soit du côté des Ouïghours, que ce soit d'autres peuples qui ont été massacrés, les Syriens quand ils ont été gazés. En revanche, dès qu'Israël est sur le terrain, automatiquement on a une sorte d'incandescence de la haine qui surgit. Comment vous pratiquez beaucoup également justement les dysfonctionnements du droit et des droits de l'homme? Comment vous pouvez l'expliquer ça, vous, François Imray? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs de bonne foi, disent mais enfin, quand même, on devrait pouvoir critiquer Israël et sans être taxé d'antisémitisme. Et je pense qu'il faut leur répondre, oui, bien sûr, mais les critères qui permettent de dire lorsque cette critique bascule dans l'antisémitisme, ils sont finalement assez simples. C'est la règle des 3D. La diabolisation. Diaboliser, c'est par exemple dire qu'Israël se comporte comme des nazis, comme les nazis se comportaient.
Ça c'est le premier D, la délégitimation, c'est-à-dire tout le discours qui tente à dire qu'Israël ne devrait pas exister. On peut critiquer la politique de la Chine, de la Russie, de la Tunisie, personne de Ben Ali, l'effacement de ces pays. Mais personne ne dit, ces critiques sont souvent justifiées, notamment au regard des droits fondamentaux, mais personne ne dit « abat la Chine, abat la Russie, abat la Tunisie ». J'ai jamais entendu une chose comme ça. Donc là, on est dans la délégitimation. Vous ne devriez pas exister. C'est le deuxième D. Diabolisation, délégitimation. Et le troisième D, c'est le double standard, le 2 poids 2 mesures. C'est exactement ce que vous dites, ce que l'on fait là, cette obsession et ce silence par ailleurs. Donc ça, ce sont les 3 marqueurs d'une critique qui dépasse le cadre de la critique normale et qui porte la marque d'autre chose, d'un autre symptôme, et sans doute de l'antisémitisme. Parce qu'effectivement, quand on est obsédé avec 2 poids 2 mesures, lorsqu'on est aveugle aux souffrances des Palestiniens, lorsqu'elles sont commises par d'autres Palestiniens, lorsqu'on est aveugle aux souffrances des Soudanais, lorsqu'ils sont commis par d'autres factions, et silencieux, et qu'on parle là de chiffres en plus beaucoup plus importants. Oui, des millions de personnes. De millions de personnes, et qu'on est obsédé par Israël, c'est qu'on a un problème. Et l'antisémitisme relève autant et l'antisionisme autant de l'opinion que de la pathologie obsessionnelle. Alors cette obsession est souvent portée, principalement d'ailleurs maintenant, par cette idéologie totalitaire de l'islamisme, dont vous avez été la cible lorsque vous étiez aussi ambassadeur donc de France au Danemark, quelques mois après les attentats en France en 2015, lorsque vous participiez à une réunion avec des caricaturistes au nom de la liberté d'expression. Là, vous avez été donc, la cible de cet attentat de Copenhague qui est resté de sinistre mémoire. D'ailleurs, pendant un temps, vous avez même souffert un peu du silence officiel qui avait été un peu imposé autour de cet événement. Mais pour les 10 ans de commémoration, là, la mémoire de Copenhague a été retrouvée. Oui, moi j'étais heureux en tout cas de pouvoir participer la semaine dernière à une série de cérémonies à Copenhague. Où il y avait à la fois l'ancien procureur français, François Molins, mais également des survivants des attentats de novembre en France, et bien sûr ceux qui, avec moi, ont survécu à l'attentat de Copenhague, qui suivait de quelques semaines celui de Charlie Hebdo. Il faut bien se souvenir que Charlie Hebdo, c'est parti du Danemark, puisque Charlie Hebdo a été visé parce que ce journal, cette rédaction avait décidé de rompre l'isolement des scandaleux des journalistes danois qui depuis plusieurs années, depuis 10 ans, vivaient sous protection rapprochée, vivaient dans la crainte et sous la menace. Et c'est par solidarité avec eux, pour rompre cet isolement, que Charlie Hebdo s'est exposé. Et donc, comme par un effet de boomerang, c'est parti du Danemark, ça a frappé la France, c'est revenu au Danemark quelques semaines plus tard. Et oui, nos pays ont été frappés par les mêmes ennemis parce qu'aussi ils partagent les mêmes valeurs, le même goût et le même appétit de liberté qui est palpable dans les rues du Danemark aussi, le même goût de la satire et que nous ne devrions pas abandonner. Et je pense que ces libertés-là ont beaucoup reculé. On faisait ce constat à Copenhague. Et cette liberté d'expression qui est toujours évidemment malmenée, vous l'avez vécu alors aussi d'une autre manière au premier chef. Vous avez été l'avocat de Boualem Sansal, l'avocat, l'écrivain franco-algérien qui a récemment été libéré, je disais, après donc 1 an d'emprisonnement en Algérie, tout simplement parce qu'il s'exprime. On l'a entendu, d'abord on se réjouit de ce fait-là, qu'il soit libéré, on l'a entendu dans les médias français. En l'entendant, on se dit, ok, il est libre, mais il surveille encore sa parole. Est-ce qu'il est totalement, au fond, libéré? Est-ce qu'il est encore d'ailleurs gardé au secret en France, ou est-ce qu'il peut se déplacer maintenant librement? Non, au secret, il est libre, donc il n'est absolument pas au secret. Dans une adresse secrète, en tout cas. Aujourd'hui, d'abord, j'ai été un avocat empêché, puisque je n'ai pas pu passer ma mission, même si on a pu faire quand même des choses, notamment en saisine des Nations Unies. Et puis, avec mon confrère Pierre Cornu-Gentil, on a fait vraiment ce que l'on pouvait faire avec les moyens qui étaient extrêmement limités, qui étaient les nôtres.
Et ce que, à l'époque où je m'occupais de cela, de Boualem, la difficulté était à la fois de parler pour lui, sans contact avec lui, ce qui était vraiment difficile, d'avoir une expression qui était à la fois digne, dans laquelle il aurait pu se reconnaître, donc faire ce pari-là, mais en même temps sans outrance, parce que c'est un homme affable, respectueux aussi des sensibilités, et surtout que ma mission était de ne rien faire qui puisse aggraver la situation qu'il subissait. Aujourd'hui, il est libre, donc c'est à lui de s'exprimer, et c'est pas à moi de m'exprimer à sa place, mais je le crois en tout cas soucieux je le crois, mais il pourra lui-même le dire ou me corriger, mais je le crois qui fait partie de ceux que la dégradation terrible, sans précédent de la relation franco-algérienne attriste profondément. Il n'éprouve aucune joie à contempler ce désastre en réalité diplomatique et relationnel. Et quelles que soient les souffrances qu'il a subies et les sentiments que cela peut engendrer, je ne le crois pas heureux de voir cette relation. Alors à ce propos, Françoise Imray, concernant justement un peu les mécaniques diplomatiques et tout ce qui a tourné autour de sa libération, hein, on a entendu beaucoup de paroles évidemment très publiques, notamment de la part d'un ancien ministre de l'Intérieur qui a été extrêmement virulent à l'égard de l'Algérie, mais on voudrait aussi comprendre, pour notamment l'épilogue, il s'agit d'un écrivain franco-algérien, mais c'est une intervention au fond de l'Allemagne qui a réussi à débloquer finalement la situation. Pourquoi ? C'est une intervention dans laquelle l'Allemagne a joué un rôle, mais les Français n'étaient jamais très loin. Alors, ne reprenez pas votre carrière de diplomate, dites-nous maintenant les choses comme elles sont, puisqu'elles sont. L'affaire est terminée. Enfin, mon interprétation, et encore une fois, elle n'engage que moi, et je n'ai certainement pas Boualem Sansal et encore moins la diplomatie française. Mon interprétation est que, au fond, certains, notamment dans le régime algérien, pas tous, certains dirigeants algériens rejouent en permanence ou ont besoin de rejouer la guerre d'indépendance et d'affirmer leur souveraineté. Et c'est très présent dans certains cercles du pouvoir algérien. Pas tous, certains sont malheureux de cette situation. D'autres, c'est comme s'ils rejouaient à travers Boualem Sansal aujourd'hui. Donc c'est la conséquence de cette dégradation. Et donc, dès lors, il ne faut rien faire qui puisse être interprété par certains des ultras comme une concession, comme une réponse à une exigence de la France, même à une demande de la France, et même à une attente du corps social français. Donc c'était plus facile de le remettre aux Allemands qu'aux Français, parce que pour certains, le remettre aux Français, c'était enregistrer une défaite dans cette guerre mythique qui n'en finit pas, qui se poursuit encore. Voilà. Et donc, au fond, c'est le grand enjeu que révèle cette affaire, c'est comment, après une paix politique, puisqu'on est quand même en paix avec l'Algérie, même si la relation diplomatique est au plus bas, comment on fait la paix dans les cœurs ? Et ça, c'est la question qui est posée, ou que pose, alors de quelle manière, c'est à vous de nous le dire, Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Il n'a eu de cesse, même au prix d'ailleurs de la relation avec le Maroc, on en a beaucoup parlé, il n'a eu de cesse de vouloir restaurer cette mémoire. Ça n'est toujours pas possible, manifestement. Non, parce qu'il y a une génération au pouvoir en Algérie qui a probablement besoin de cette conflictualité, à la fois comme dérivatif et aussi parce que c'est leur vision du monde, parce qu'ils se sont construits comme ça et qu'ils n'arrivent pas à voir les choses autrement que comme une affirmation permanente de leur souveraineté, de leur pouvoir contre la France. Alors ça va au-delà d'ailleurs du rapport à la France, parce que, entre guillemets, l'affaire dans l'affaire, ça a été au fond ce qui vous a concerné, parce que vous avez été ciblé par le pouvoir algérien, votre visa d'entrée, parce que vous vouliez aller rendre visite à Boualem Sansal en détention, vous a été refusé parce que vous étiez son avocat et juif.
Oui, alors ça n'a jamais été explicité par les autorités comme ça l'a été par d'autres qui parlaient pour les autorités. Oui, vous avez une interprétation quand même. Non, puis ça a été, et puis tout simplement, lorsque vous demandez le visa et que la réponse c'est une campagne antisémite, vous qualifiant de rat sioniste dans les journaux proches du pouvoir. C'est un indice concordant. Et que cette campagne, et que certaines personnes dans les milieux judiciaires vous disent enfin vraiment, est-ce vraiment raisonnable que vous continuiez dans ces conditions? Vous avez vu cette campagne, cette malheureuse campagne contre vous. Vous avez compris qu'il y avait un lien de cause à effet. Et au fond, je pense que l'Algérie gagnerait beaucoup aussi à regarder en face la part juive de son histoire, que beaucoup de jeunes Algériens ignorent et méconnaissent. Ils ne savent pas qu'il y a une présence juive bimillénaire en Algérie, que les Juifs y ont vécu, et notamment ma famille d'ailleurs pendant longtemps. Et certains y ont trouvé refuge aussi, dans des conditions parfois très difficiles d'ailleurs, mais ils y ont vécu pendant des siècles. Ça veut dire que cette affaire, pour vous, à la fois, comme vous dites, elle a montré, cristallisé l'état de la relation entre la France et l'Algérie, mais également l'état de sclérose du pouvoir algérien? Oui, c'est exactement ça, et d'une sclérose comme s'il n'arrivait pas à sortir de ce schéma mental, sans parler bien sûr de la réelle politique, des influences d'autres, peut-être de la Russie, d'autres puissances qui ne voient que des avantages à mettre de l'huile sur le feu, et notamment sur le feu de la relation franco-algérienne, notamment sur fond de guerre d'Ukraine et du positionnement français très clair et très net aux côtés des Ukrainiens. Donc, alors on a vu effectivement que, on a compris que c'était finalement très très tendu, mais pour autant, ils ont finalement fini par libérer Boualem Sansal. Quel était pour vous l'argument principal qui a fait basculer les autorités, le pouvoir, sur le fait que là on ne peut plus le tenir, il faut qu'il sorte? Je pense que l'argument de fond, c'est que c'est le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que, vous savez, au début, ça fait pas mal. On peut marcher avec. On peut marcher quelques mètres, quelques centaines de mètres, mais pas des kilomètres. Et donc, forcément, cette affaire ne pouvait pas bien évoluer pour eux. Et partout dans le monde, des voix s'élevaient. Je ne parle même pas de la mobilisation en France, qui, pour les raisons que j'exposais, malheureusement, compte tenu de la configuration psychologique, pouvait même alimenter le désir de le conserver. Mais la mobilisation dans le monde, des écrivains latino-américains, sous l'influence de Jean-Michel Blanquer, par exemple, et hispanophones, des écrivains allemands, américains, et des Nations Unies aussi, que nous avons mobilisés, nous avons su mobiliser. On a participé avec, bien sûr, son éditeur, Antoine Gallimard. Nous avons mobilisé les réseaux internationaux. Je pense que tout ça, à un moment où l'Algérie était quand même assez sensible à son image et sa capacité d'entraînement dans ce qu'on appelle l'espace multilatéral, c'est-à-dire aux Nations Unies, notamment à un moment où le Sahara occidental venait à être débattu au Conseil de sécurité, je pense qu'il fallait... est venu le moment où il fallait qu'il se débarrasse de ce qui ne pouvait être qu'un handicap ou qu'une... En fait, c'est une énorme erreur de l'avoir arrêté. Je pense que, en réalité, mon sentiment personnel, c'est qu'ils ont sous-estimé la résonance que cela aurait en France et dans le monde. Probablement parce qu'ils ne le lisent pas, peut-être ne lisent-ils pas du tout, des écrivains, mais ceux qui ont pris cette décision, j'entends, mais ils n'ont pas mesuré qu'il touchait là à la fois à un homme qui était apprécié, mais aussi à un symbole qui était chéri dans une large part du monde et qui finalement allait se retourner contre un pays qui veille à cultiver son image de symbole de l'émancipation. Mais ça veut dire, François Imri, qu'ils ont un deuxième caillou dans la chaussure, parce que le journaliste Christophe Glaise, condamné récemment encore à 7 ans en appel donc de prison, eh bien, il reste aussi un problème symbolique majeur. Peut-être n'est-il pas le même aura que l'écrivain Boualem Sansal, mais c'est un journaliste français, qui n'a aucune raison de se trouver en prison, et encore
moins pour 7 ans, c'est autant un symbole. Moi, je suis convaincu que beaucoup dans les cercles du pouvoir algérien pensent aussi qu'il doit être libéré, que ça ne peut pas bien évoluer. C'est peut-être une erreur, en tout cas ça le deviendra si ça dure plus longtemps, ça dure depuis un moment d'ailleurs, et ça ne peut pas bien évoluer pour l'Algérie. Mais d'un autre côté, ils pensent aussi qu'ils ne doivent rien faire qui ressemble ou qui serait interprété par les plus ultras de ce régime comme une concession, comme une défaite, comme une abdication devant les exigences ou les attentes de la société française. Mais on connaît maintenant les mécaniques, on va dire, un peu faciales de ce genre de système. Il y a eu la condamnation, donc la justice garde la tête haute en Algérie, mais maintenant, il y a aussi une possibilité pour le président Tebboune d'exercer son droit de grâce. La famille l'a demandé, ses conseils l'ont demandé, ses avocats l'ont demandé. Donc, est-ce que pour vous, vous pensez que l'étape à venir sera l'examen de cette demande de grâce par le président Tebboune et sa réponse, on l'espère, positive? Je ne suis pas qualifié pour en parler, il a un excellent conseil, Emmanuel Daoud, et que je respecte beaucoup, et je pense qu'il fait ce qu'il faut pour cela. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Je n'imagine pas la France et l'Algérie reprendre une relation normale avec un journaliste en prison. Et je n'imagine pas sur le long terme la France et l'Algérie ne pas reprendre une relation normale. Donc, il sortira. Mais il sortira dans des conditions où ils veulent pouvoir, encore une fois, affirmer leur souveraineté, comme ils ont affirmé leur souveraineté hier sur un homme de 80 ans qui était malade. C'est géant, c'est grand, c'est beau. Et ils l'affirment aujourd'hui sur le dos d'un jeune homme qui est en prison et qui est dépourvu de moyens de se défendre réellement. Françoise Imray, on arrive au terme de l'année 2025. On va entamer avec 2026 une grande période de scrutin, de rendez-vous électoraux en France. Est-ce que vous qui travaillez beaucoup sur ces sujets justement symboliques, sensibles, droits de l'homme, démocratie, liberté d'expression, est-ce que vous êtes inquiet pour la démocratie ? Je suis inquiet pour la démocratie et inquiet pour les droits de l'homme. Je m'interroge sur la capacité de notre société à transmettre l'attachement aux droits fondamentaux qui était viscéral pour ceux qui avaient connu le pire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui en ont fait le meilleur, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, des mécanismes de défense des droits fondamentaux, la Convention sur le traité sur le pacte de New York sur le procès équitable, la Cour pénale internationale, bref, toutes ces institutions qui visent à garantir le plus jamais ça. Mais qui sont aujourd'hui assez mais qui sont toutes affaiblis, malades, attaqués. À la fois sur le plan international, mais aussi sur le plan interne. Quand vous parlez aujourd'hui de présomption d'innocence, regardez dans la vie quotidienne les débats qu'on peut avoir en famille, un tel s'en est sorti parce que procédure, parce que prescription, parce que pas assez de preuves, etc. Oui, mais il est coupable, on va quand même faire son procès dans la rue. Eh bien, la présomption d'innocence, ça fait marrer tout le monde. Les droits de la défense, ça fait marrer tout le monde. L'idée qu'on ne se fait pas justice soi-même et que la justice se fait de façon contradictoire, avec une égalité des armes dans un procès et qu'il faut par avance accepter le résultat d'une vérité judiciaire tout en sachant qu'elle est peut-être imparfaite, qu'on ne saura jamais, que la vérité c'est parfois on ne la connaît pas la vérité, mais que la société a fait le choix de préférer un coupable en liberté à un innocent en prison. Et que c'est ce choix qui a guidé la main du législateur depuis longtemps. Et c'est l'honneur de notre société d'avoir une procédure pénale qui répond à cette détermination-là. C'est pour ça que l'accusé parle en dernier au procès. C'est pour ça que le doute profite à l'accusé. On pourrait imaginer un système où le doute profite à l'accusateur et où le plaignant a le dernier mot. Est-ce que justement la montée des populismes en France et dans le monde, et en Europe et dans le monde, ne participe pas justement à ce nouveau système que vous êtes en train au fond, de déplorer et de craindre ? Oui, je ne sais pas ce que vous appelez la montée des populismes, c'est sans doute les votes extrêmes, bien sûr. Les démocraties libérales qui s'installent partout, ce genre de même dans les pays qui n'ont pas encore totalement basculé,
on voit, et c'est ce qui me soucie le plus, que y compris les jeunes générations n'ont pas cet attachement viscéral à la défense, au respect des droits fondamentaux. Alors ils vous disent oui, on est pour les droits de l'homme en général. Personne ne va vous dire qu'il est contre. Mais si vous dites oui, mais les droits de l'homme peuvent conduire à la libération de quelqu'un que vous suspectez au bénéfice du doute. Alors on n'est plus pour les droits de l'homme, vous voyez. Et le droit de l'homme vous impose de ne pas faire le procès en dehors d'une enceinte de justice. Et qu'un présumé innocent, c'est un innocent et doit être regardé comme innocent et traité de cette façon-là. Bien, ça malheureusement, c'est une leçon qui n'a pas été transmise. Merci Françoise Imray. Je pense qu'avec les enjeux qui nous attendent dans les prochains mois et prochaines années, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro du Grand Oral. À très vite.